je pense que les peuples se réveillent. Voilà. Les peuples se réveillent. Pourquoi? Pourquoi les peuples se réveillent? Parce qu'ils ne veulent pas mourir. C'est ce que je m'évertue à expliquer depuis des années quand on me traite de populiste. Il faut revendiquer le terme de populiste. Cette insulte, il faut en faire un cri de guerre. Le populisme, c'est les peuples qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas renoncer à leur mode de vie, à leur art de vivre, à leur héritage, à leur histoire, à leur culture. C'est tout à fait honorable. C'est tout à fait honorable et les peuples ne doivent pas céder. Ils ne doivent pas se coucher depuis des dizaines d'années, malheureusement, aveuglés par la prospérité, par la consommation, par un certain abêtissement, je dirais, médiatique. Les peuples se sont laissés envoûter, se sont laissés aliéner et ils ont dû, comment dire, se coucher devant l'idéologie dominante. Je pense qu'aujourd'hui, les peuples se réveillent. Et c'est ça la grande nouvelle. Et je pense que le renoncement de Hollande fait partie de ce réveil, c'est une conséquence de ce réveil. Alors, pourquoi ce réveil? Pourquoi ce réveil? Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, et c'est pour ça que je vous parlais de mon bandeau chronique d'une guerre de civilisation, nous vivons un temps pas simple, un temps difficile, un temps qui annonce des mouvements peut-être violents, peut-être sanglants. Nous vivons le temps des guerres de civilisation. En vérité, nous devons nous confronter à deux guerres de civilisation. C'est là que c'est compliqué, c'est là que le grand américain Samuel Huntington avait une intuition et une préscience remarquable, puisqu'il écrivait ça dès les années 90. Nous avons deux grandes guerres de civilisation. Nous avons une guerre de civilisation qui nous touche par ricochet, si j'ose dire. C'est le grand réveil, le grand retour de la Chine sur la scène mondiale. Vous savez, la Chine, c'était la grande puissance mondiale jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle encore, on estime que la richesse de la Chine représente un tiers de la richesse mondiale. Et puis, ils sont écrasés par les anglo-saxons, par les Américains, ils sont découpés en morceaux par les puissances coloniales. C'est le siècle de la grande humiliation pour eux au XIXe siècle. Et au XXe siècle, ils se réveillent. Vous connaissez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Et aujourd'hui, ils sont devenus, depuis quelques jours, la première puissance économique du monde, devant les États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, leur population n'est pas aussi riche que celle des États-Unis d'Amérique, hein, vous avez bien compris la différence. Mais collectivement, nationalement, leur richesse nationale a dépassé celle des États-Unis. C'est un choc inouï. C'est la fin d'une parenthèse de 3 siècles. Et pour les Chinois, leur objectif est simple, c'est retrouver leur place qu'ils occupaient en 1750. C'est-à-dire 30% de la richesse nationale. Oui, c'est pas rien. Et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec tout ce qui va avec de puissance militaire. Il faut bien que vous compreniez que ce retour est absolument inadmissible pour la puissance dominante américaine. Et donc la puissance dominante américaine ne laissera pas faire. Ça, c'est la première guerre de civilisation. Première guerre de civilisation, d'ailleurs, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu dans le passé, entre les affrontements entre la France et l'Angleterre, sous Louis XIV, sous Napoléon. À chaque fois, il y a un affrontement entre la puissance terrienne et la puissance maritime, la puissance terrienne étant la France, la puissance maritime étant l'Angleterre. Et puis, il y a eu un autre affrontement entre l'Allemagne, nouvelle puissance continentale, terrienne, et l'Angleterre, puissance maritime. Et à chaque fois, la stratégie des puissances maritimes impériales a été la même, c'est-à-dire coaliser tous les pays autour de la puissance continentale dominante pour finalement abattre cette puissance continentale. C'est la stratégie de l'Angleterre qui a coalisé tous les pays d'Europe contre Louis XIV, qui a coalisé tous les pays d'Europe contre Napoléon, qui a coalisé tous les pays d'Europe, dont la France, contre l'Allemagne de Guillaume II, puis celle d'Hitler. Vous voyez, c'est une histoire assez classique, assez traditionnelle, des stratégies qui se ressemblent beaucoup. Et les Américains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils coalisent les pays d'Asie du Sud-Est, l'Asie en général, le Japon, le Vietnam, les Philippines, contre la Chine. Et évidemment, la Chine essaye de ne pas se laisser
comme ça phagocyté, tel Gulliver, vous savez, empêtré, par ces coalitions. Donc vous voyez ça, c'est un conflit de civilisation que les Français connaissent bien. Ils l'ont vécu. Ils savent très bien comment ça finit. Ça finit par la guerre. Ils savent très bien que ça finit par un affrontement terrible entre la puissance de mer et la puissance de terre. Pour une fois, ça changera depuis 3 siècles, l'affrontement ne se fera pas à côté de la Belgique, ce qui est à la fois un soulagement pour nous, et en même temps, il faut bien que vous compreniez ça, c'est en même temps la preuve que nous ne sommes plus au cœur des grandes puissances. Pour la première fois depuis 4 siècles, nous sommes excentrés. Nous ne sommes plus au cœur de ce que le grand historien Fernand Braudel appelait le centre, le cœur de l'économie mondiale. Hein, voilà, nous n'y sommes plus. Nous sommes excentrés. Alors, pour le meilleur, parce que la guerre ne sera pas chez nous, et pour le pire, parce que la puissance, la richesse n'est plus là. Et puis, il y a un deuxième conflit des civilisations. Un conflit des civilisations moins classique, je dirais. Parce que là, vous avez compris que c'est le conflit entre États-nations, quoi, tout bêtement. Simplement, les États-nations sont énormes. Vous savez, des mastodontes, comme on dit le général de Gaulle. C'est la seule différence, mais sinon, c'est les mêmes logiques. Bon. Et aujourd'hui, nous avons un second conflit de civilisation qui nous concerne bien davantage, qui est le retour, alors on a eu le retour de la Chine, et là maintenant, on a aussi le retour de l'islam. Le retour de l'islam qui considère que lui aussi, comme la Chine, il y a beaucoup de points communs, il est fait pour dominer le monde et qu'il est absolument scandaleux qu'il ne le domine pas. L'islam qui considère que sa civilisation est supérieure et qu'il ne comprend pas qu'elle ne domine pas. C'est ce décalage qui explique tout. C'est ce décalage qui explique exactement les conflits entre l'islam et l'Occident, et la France et l'Europe. Cet islam qui a lui aussi dominé tout un empire immense et pendant des siècles, et cet islam qui lui aussi, comme la Chine, a été colonisé, vaincu par les puissances européennes, coupé en morceaux, qui a été asservi par les puissances européennes et qui ne rêve que de revanche. Exactement comme la Chine, mais de façon tout à fait différente. La Chine, vous avez compris, elle a pris le chemin des pays européens eux-mêmes, c'est-à-dire la puissance économique, la puissance militaire, la puissance culturelle, pour prendre sa revanche sur des gens qui l'avaient supplanté et dominé. Le monde islamique n'a pas pris ce chemin-là. Il a pris un chemin qui lui ressemble, qui ressemble à son histoire, parce que chaque pays essaye de revenir à son âge d'or, dans son histoire. Et l'islam a connu tout simplement un âge d'or avec le califat islamique, avec la religion qu'ils ont imposée à des territoires immenses, avec leur Dieu, Allah, et avec la guerre, et même, je dirais, la guérilla, avec les pillages, avec ces affrontements courts, mais brefs et sanglants, avec ces attaques soudaines qui ne laissent que peu de chance aux victimes. L'islam si vous voulez, je dis bien l'islam. Ça aussi, c'est une de mes grandes querelles avec le politiquement correct, c'est-à-dire que je ne dis pas islamisme. Je ne dis pas islamisme radical, je ne dis pas radicalisation. Tous ces termes qui sont inventés par nos bien-pensants pour protéger l'islam. L'islam, dans son texte même, est une religion guerrière. C'est une religion belliqueuse. C'est une religion qui n'est pas qu'une religion. C'est-à-dire où il n'y a pas seulement des prières, des pèlerinages, une spiritualité. C'est aussi un système juridico-politique qui s'impose à tous les individus et qui ne connaît pas le respect de la personne sur le modèle chrétien. La personne doit toujours se soumettre à Dieu et donc au groupe. Et ce groupe-là doit dominer. Et comme disait Lévi-Strauss, vous voyez, Lévi-Strauss qui n'était vraiment pas ni quelqu'un de raciste, ni quelqu'un d'islamophobe, l'islam ne sait pas vivre avec d'autres religions. Elle ne sait pas ne pas imposer sa loi aux autres.
C'est tout. C'est comme ça a toujours été comme ça. On nous explique aujourd'hui que l'islam a été une religion de paix. Oui, quand elle a gagné. C'est la paix dans l'islam. Et dans Dieu. Oui, ça c'est sûr que c'est la paix. Mais c'est la paix en étant soumis à l'islam. Sinon, c'est la guerre. On nous explique que c'est une religion de tolérance. Oui, de tolérance quand vous payez un impôt pour reconnaître la supériorité de l'islam. Et quand vous n'avez pas le droit d'avoir les mêmes habits que les musulmans et de traverser et de ne pas être sur le même trottoir. Ça s'appelle la dimitude. Je sais bien parce que mes ancêtres étaient comme ça. Donc je connais. C'est un régime que je connais. Donc ça c'est l'islam. Ce n'est pas l'islamisme, ce n'est pas l'islamisme radical. C'est la civilisation islamique avec ses grandeurs et avec ses férocités. Ce n'est même pas être insultant que de dire ça d'ailleurs. Je vais vous dire, les musulmans conséquents qui connaissent vraiment leur religion le savent. Certains s'en plaignent, d'autres s'en louent, mais en vérité ils le savent. Tout le reste est hypocrisie ou ignorance.